Et salut l'équipe. Bon déjà j'espère que vous allez bien, c'est Seraph et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous spoil pas de toute façon, vous avez vu le titre. Aujourd'hui je vais vous donner toutes les clés pour bien débuter le street lifting. C'est le premier format que je vais faire de ce style sur ma chaîne, où je vais vous parler et vous donner des tips finalement sans m'entraîner. On est toujours d'ailleurs dans ce magnifique décor comme vous pouvez le voir, qui devrait pas tarder à évoluer, donc je vous invite à rester branchés pour la suite. Donc j'ai eu l'idée de faire ce thème aujourd'hui en me disant tout simplement, il y a beaucoup de gens qui pratiquent simplement la musculation et qui ne connaissent rien au street lifting. Au contraire, il y a des débutants qui vont avoir besoin de ces conseils-là, et au contraire, des gens expérimentés qui vont peut-être pouvoir appuyer certains points ou encore en apprendre d'autres. Je me suis dit que tout le monde allait être gagnant-gagnant, donc on est parti pour ce format. Déjà, avant de commencer, je vais m'introduire brièvement. Donc moi, c'est Seraph, même s'il y en a beaucoup qui m'appellent pour mon vrai prénom qui est Lohan. Je pratique le street lifting depuis plusieurs années déjà, et au début, j'ai simplement créé un compte sur Instagram pour essayer d'aider les autres dans leur pratique, mais aussi pour partager mes entraînements, mon actualité, etc., etc. Et au final, c'est tellement devenu une passion que je me suis lancé comme projet de devenir coach spécialisé dans le street lifting, tout en coachant des gens toujours dans la musculation et la force athlétique, parce que c'est des sports que j'ai pratiqués, que j'aime toujours pratiquer, et qui plus est que j'aime enseigner. Et donc j'ai décidé de passer une formation pour obtenir une carte d'éducateur sportif pour pouvoir vivre de cette passion. Et c'est dans ce cadre-là que je vous embarque au fur et à mesure de mes vidéos, que ce soit sur Instagram, TikTok ou YouTube. Donc pour ceux qui connaissent pas le street lifting encore, je vais faire un petit court passage de présentation. Donc le street lifting, c'est un sport de force dérivé du street workout, où on retrouve le muscle up, la traction, le dips et le squat, et sur lesquels on va avoir 3 passages par mouvement en compétition pour valider un de ces mouvements avec les standards de compétition et avec la meilleure charge possible. Et en accumulant la meilleure charge de chaque mouvement, on se retrouve avec un total qui établit le classement par catégorie lors d'une compétition. Pour ceux qui regardent la vidéo et qui font de la musculation classique ou du powerlifting, et d'ailleurs pas de discrimination, je vais pas oublier les autres sports qui sont par exemple l'haltérophilie, le crossfit, etc. Je vais quand même vous donner quelques raisons qui font que pour moi vous devriez faire du street lifting. C'est que déjà on est sur un sport qui est vachement stylé parce que des exos au poids du corps qui sont difficiles, on va venir ajouter de la charge et rajouter de la difficulté, et avec une notion de charge plus ou moins importante, parce qu'à la manière de l'haltérophilie et du powerlifting, on a une évolution qui est quantifiée en fonction du poids. Il va y avoir aussi la communauté qui est super en street lifting, parce que malgré le fait que ce soit un sport individuel, tout le monde va se tirer vers le haut, se donner des conseils en compétition et déconner ensemble parce qu'on est unis par cette passion-là. Et en plus de ça, les 4 mouvements de compétition qu'on pratique, c'est des mouvements qui sont polyarticulaires et qui sollicitent tout le corps dans son ensemble. Avec les muscle up et les tractions, vous allez avoir un gros dos à force de faire du tirage, et aussi prendre en biceps et en avant-bras. Avec les dips, vous allez prendre des pectoraux, des épaules et des triceps. Et comme on néglige pas les jambes, même en street, vous allez pouvoir développer des jambes massives avec votre squat. On est tout bon sur l'introduction, alors on va commencer direct dans le vif du sujet. On va parler des mouvements de street lifting. Ces mouvements-là, je vais les faire par ordre de passage en compétition. Donc on commence avec le mouvement phare qui est le muscle up. Le muscle up, à mon sens, c'est le mouvement le plus impressionnant en street et celui pour lequel il y en a beaucoup qui se lancent. Mais c'est un mouvement aussi qui peut effrayer parce qu'il est très technique et il nécessite beaucoup de temps à apprendre, et même quand vous pensez l'avoir appris, vous allez le redécouvrir encore et encore. Donc le muscle up, c'est le fait de céder d'une traction, de passer au-dessus de la barre et de finir en dips avec une extension complète des coudes. Pour ce qui est des standards en compétition qui peuvent vous prendre un no-rep, le no-rep, je préfère préciser, c'est quand votre répétition elle va pas être validée par les juges. Et donc pour le muscle up, ces juges-là, ils peuvent vous mettre no-rep si déjà vous respectez pas les ordres de départ et les ordres de fin de répétition. Si vous avez un balancier trop important, un cassage de hanche, un keeping, soit une flexion de genou pour céder, un passage qui est pas simultané des coudes et une flexion de hanche trop importante, mais ce dernier critère-là, il est à l'appréciation du juge. Ensuite, toujours pour le tirage, on va passer sur la traction. Donc la traction, il faut déjà savoir qu'elle peut s'effectuer soit en chin-up, soit en pull-up. Pour le chin-up, c'est quand on prend la prise en supination, et pour le pull-up, en pronation. Donc pour réaliser une traction, on va être suspendu et l'objectif ça va être de tirer jusqu'à ce que le menton il dépasse de la barre. Comme pour le muscle up, il y a 2 ordres à respecter pour le départ et la fin de répétition en compétition. Et au niveau des no-reps, il y aura le rebond, le tirage en 2 temps, le keeping, le balancier et évidemment le critère d'amplitude qui est menton au-dessus de la barre. Et d'ailleurs messieurs, faites attention si vous avez une barbe comme la mienne, pensez bien à raser un peu quand même avant d'arriver en compétition, parce que lorsqu'on a une barbe volumineuse, c'est dur de juger l'amplitude du menton. Ensuite on passe au 3e mouvement qui est le premier mouvement de poussée, ça va être le dips. Donc pour l'exécution du dips, il va falloir que l'arrière d'épaule casse la parallèle par rapport au coude. Donc comme pour les 2 mouvements précédents, il y aura un ordre de départ et un ordre de fin de répétition, et évidemment des critères qui peuvent vous valoir un no-rep, évidemment l'amplitude si elle n'est pas respectée, la montée en 2 temps et le keeping. Et donc pour finir, on va avoir le dernier mouvement qui est le squat. C'est un grand classique, mais je vais quand même l'expliquer par rapport à son exécution. Il va falloir chercher à descendre de sorte à ce que le creux de la hanche passe en dessous du sommet du genou, et puis ensuite évidemment il faut remonter comme pour le dips. Toujours 2 ordres de départ et de fin de la répétition. Et pour les no-reps, on va avoir
avoir l'amplitude, un arrêt pendant la répétition, une phase de redescente ou un rebond, ou encore un déplacement des appuis. Donc évidemment par rapport aux no-reps, j'ai parlé des règles les plus courantes et des no-reps qu'on voit le plus souvent en compétition, mais n'hésitez pas à aller regarder sur le Instagram de la FNSL, qui est la Fédération Nationale de Streetlifting. Dans les stories à la une, il y a un règlement, et ce règlement, vous pouvez le consulter en détail pour voir tous les critères. Et si vous voulez faire un mock meet ou des PR au standard ou encore une compétition, je vous invite à regarder ce règlement pour être le plus conforme possible aux attentes le jour J. Maintenant, on va pouvoir aborder un autre thème, ça va être s'entraîner. Donc déjà, pour s'entraîner, il va falloir principalement une salle de sport. Après, si vous voulez faire un home gym comme Fitmax d'ailleurs, libre à vous, parce qu'au final, il faudra pas non plus énormément de matériel. Je pense à une barre notamment pour effectuer des muscle-up et des tractions, une station de dips ou des barres parallèles, et un rack évidemment pour le squat. Et d'ailleurs, ne pas oublier les petits poids, sinon évidemment, vous n'allez pas aller très loin. Pour ce qui est des salles de sport, il y a Basic Fit et Fitness Park que vous devez déjà connaître. Je ne peux pas forcément donner de préférence entre les deux, parce qu'il va falloir tout simplement regarder déjà le matériel. Je pense notamment aux stations de dips qui peuvent être parfois pénibles ou trop courtes. Il faudra regarder aussi la hauteur de plafond, surtout si vous êtes grand, pour les muscle-up évidemment. Donc à vous de vous faire vos propres idées, n'hésitez pas à faire des séances d'essai pour voir ce qui est le mieux pour vous. Après, il y a deux options qui sont souvent sous-estimées, ça va être les salles de force et aussi les box de CrossFit. Généralement, ces salles-là, elles sont quand même bien équipées. Et puis des fois, ça peut être même une bien meilleure option que nos salles commerciales qu'on connaisse. Mais je vais devoir aussi vous parler de l'Orange Bleu, parce que c'est la salle où je m'entraîne depuis que j'ai 17 ans et que j'ai commencé la musculation. Et c'est une option qui est quand même sous-cotée, parce que la plupart des salles l'Orange Bleu, maintenant, elles font en sorte d'adopter des espaces qui dit de cross-training, où vous allez avoir tout ce qu'il faut pour pratiquer le streetlifting. Et qui plus est, c'est des salles où il n'y a pas excessivement beaucoup de monde et beaucoup de monde qui pratique le streetlifting. Donc si vous avez envie d'être tranquille et de pas voir trop de monde et faire un peu les insociables de temps à autre, et bah ça peut être une très bonne option. Maintenant, au niveau du matériel, il va y avoir les indispensables qu'on connaît tous, la magnésie, la ceinture de lest, une tenue évidemment, le streetlifting nudiste ça n'existe pas encore, des élastiques, des chaussures potables. Et quand je parle de chaussures, je vous demande pas forcément d'investir dans une paire d'haltérophilie pour le squat et une paire légère pour le muscle-up, les tractions et les dips, parce que même des slippers, des chaussons de baignade ou peu importe, ça peut faire largement l'affaire. Et enfin, dans les indispensables, il va y avoir pour moi le trépied aussi, parce qu'on s'accorde tous dans le streetlifting à dire qu'il faut se filmer, c'est essentiel pour pouvoir progresser techniquement. Après, dans les moins indispensables mais quand même importants, vous pouvez retrouver les genouillères, les ceintures de squat et les bandes de poignet. Et enfin, vous avez les pas indispensables mais confortables, qui vont être par exemple le protège-dents, la baume du tigre, le pistolet de massage et j'en passe. Enfin, au niveau des prérequis pour s'entraîner, il n'y en a pas du tout. J'ai beaucoup vu de gens qui se disaient que soit ils n'avaient pas une bonne composition corporelle pour pouvoir faire des mouvements au poids du corps, ou tout simplement qu'ils n'arrivaient pas trop à faire les mouvements, alors ils se disaient qu'ils pouvaient pas les faire et qu'en attendant de se renforcer, ils allaient faire par exemple pour les tractions du tirage vertical ou encore du développé couché pour les dips. Et bah sachez que c'est absolument faux, parce que déjà vous avez les machines qui permettent de vous délester qui sont une bonne option, mais si vous voulez encore une meilleure option, et bah ça va être d'utiliser des élastiques pour pouvoir vous délester un peu de poids. Et en fait au contraire, moi je recommande, si vous avez envie de faire ces mouvements, et bah de les faire avec des élastiques notamment, parce que l'un des seuls moyens de progresser sur un mouvement, et bah ça va être de le faire. Et surtout que si vous pratiquez le muscle up, que ce soit pour les débutants qui commencent ou encore pour ceux comme moi qui ont déjà un bon muscle up, l'élastique c'est une phase qui est quasi obligatoire pour l'obtenir et que vous aurez du mal à débloquer un muscle up au poids du corps ou lesté sans avoir pratiqué à l'élastique avant. Enfin, on change de partie, on va parler de la programmation. Je vais vous donner des bases qui sont essentielles pour moi, mais je vais pas trop rentrer dans le détail non plus parce que ça peut faire une vidéo complète. Et d'ailleurs, c'est un sujet que je souhaite aborder dans le futur, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube dès à présent et à laisser un commentaire pour savoir si cette vidéo elle pourrait vous brancher. Donc si vous voulez pas trop vous prendre la tête en programmation, je vais parler de l'option essentielle qui est le coach, parce que le coach avec quelqu'un qui va vous donner la marche à suivre et qui va savoir au mieux vous orienter en fonction de vos besoins, et c'est un moyen qui est plus court pour arriver à ses objectifs. Évidemment, comme je suis bientôt coach en streetlifting, si ça vous intéresse de vous faire aider, n'hésitez pas à me suivre et à m'envoyer un message sur mon compte Instagram. Et d'ailleurs, c'est là où je vais partager le plus de tips et aussi où vous allez pouvoir suivre mes entraînements, mes compétitions, mon actualité dans sa globalité. Pour ce qui est de la fréquence d'entraînement, à mon sens, si vous entraînez une fois par semaine, vous n'allez pas pouvoir progresser de manière efficiente sur tous les mouvements. 2 fois par semaine, ça sera correct. 3 fois par semaine, c'est très correct. 4 à 5 fois par semaine, c'est le top pour moi. Mais 6 à 7 fois par semaine, c'est pas la peine parce que vous allez vraiment beaucoup vous cramer. Et en force, c'est pas l'objectif non plus. Pour les mouvements, ça va beaucoup dépendre de vos besoins et de vos attentes en matière d'évolution. En général, pratiquer 2 fois chaque mouvement par semaine, c'est très efficace. Après, rien ne vous empêche d'ajuster les composantes. Par exemple, si vous encaissez bien le squat et que vous avez une bonne marge de progression, vous pouvez passer à 3 squats au lieu de 2 par semaine. Inversement pour les tractions. Ou bien s'il y a des mouvements qui vous font mal ou sur lesquels vous êtes en réhab, et bah n'hésitez pas à les faire une fois par semaine, voire 0 si c'est une indication par exemple d'un kiné. Parce que l'important c'est de se rétablir vite pour performer et d'être en bonne santé. Pour les agencements, il
il n'y en a pas vraiment des prédéfinis. Après, il y a quelques tendances qui se dégagent. Par exemple, vous allez avoir des séances pull où vous allez mélanger les muscle-up et les tractions avec du renfort pour le dos, l'arrière d'épaule et les biceps. Et les séances push, vous allez prendre le dips et le squat et faire un peu de renfort pour les pectoraux, les épaules, les triceps ou bien pour les jambes tout simplement. Petit aparté pour les renforcements, j'en parle très brièvement mais vous n'aurez pas le temps de tout faire à chaque fois. Donc sélectionnez bien ceux qu'il faut et ceux qui vous apporteront le plus de bénéfices, toujours par rapport à vos objectifs. Après, il pourra y avoir d'autres tendances. Déjà, si vous avez un mouvement où il y a un retard que vous souhaitez rattraper, et ça peut paraître bien de le mettre sur une séance isolée des autres mouvements de compétition pour lui accorder plus de volume et plus de renforcement. Pareil, si vous avez de la réhab à faire dessus, ça peut être aussi pertinent. Vous avez aussi le choix des séances 3 lifts ou 4 lifts. Ça peut être une bonne option, mais attention parce que c'est des séances qui vont être très taxantes nerveusement. Donc agencez bien votre semaine et vos repos en conséquence. Puis après, on va parler des grands principes de programmation. Déjà, vous avez les fonctionnements par bloc. Je ne vais pas rentrer non plus trop dans le détail, mais vous avez en gros deux grands axes, les blocs de volume et les blocs de force. En volume, on va avoir plus de séries, plus de répétitions, et le but, ça va être d'accumuler une base de technique solide, mais aussi de préparer son anatomie, c'est-à-dire ses tendons, ligaments et ses articulations pour les blocs de force qui vont être à venir. Et dans ces blocs-là, généralement, vous allez pouvoir aussi pas mal vous concentrer sur l'hypertrophie pour prendre du muscle, parce que je pense que vous le savez aussi bien que moi, le développement de vos muscles amènera un meilleur développement de votre force. Pour ce qui est des blocs de force, vous allez avoir des charges plus lourdes, des formats plus courts en termes de séries et de répétitions, et ça va être des blocs de travail qui vont être très taxants nerveusement et sur lesquels on se rapproche le plus d'une compétition parce qu'on est de plus en plus proche de son rep max, que je vais abréger d'ailleurs par RM. Donc si vous entendez ce terme plusieurs fois dans la vidéo, vous serez pas choqué au moins. Ensuite, je vous recommanderais d'appliquer ce qui est la surcharge progressive. Sur un bloc de travail allant de 3 à 6 semaines, vous allez commencer votre semaine 1 très basse. En termes de charge, par exemple, vous allez être autour des RPE 6, qui est une charge relativement proche de l'échauffement. Et donc vous allez progresser petit à petit en termes de ressenti dans les semaines, jusqu'à arriver sur votre dernière semaine ou vos 2 dernières semaines aux alentours des RPE 9 à 10. Je vous parle de ça parce que la surcharge progressive, c'est une méthode d'entraînement qui va éviter le surentraînement et donc la blessure, la démotivation. Et c'est le meilleur moyen de préparer votre corps lors des premières semaines de bloc par rapport aux efforts que vous allez fournir à la fin de votre bloc. D'ailleurs, petit debunk si vous faites l'erreur, croyez-moi, être tout le temps à intensité RPE 10, voire même faire des échecs systématiquement, ça vous fera pas de gain de force. Zéro. En fait, pour augmenter sa force, faut se dire que notre corps il a un seuil d'adaptation et si pendant 4 semaines par exemple vous êtes toujours RPE 10 ou à l'échec, votre seuil d'adaptation il va faire que diminuer jusqu'à ce que vous ayez une semaine de repos. Et en fonction des profils, soit vous allez être un petit peu au-dessus en termes de seuil d'adaptation, soit vous allez stagner, soit vous allez régresser. Alors que si vous faites de la surcharge progressive, à chaque fois vous allez venir hausser progressivement votre seuil d'adaptation et c'est ça qu'il faut pour pas compromettre ses performances sur le long terme. Enfin, je vais vous inviter à fréquemment déload. Donc le déload, ça va être 1 à 2 semaines de récupération active où vous allez continuer de vous entraîner et vous allez chercher à baisser vos formats de répétition et de série, vos charges, voire même la fréquence de vos entraînements. Le déload, c'est important à faire parce que ça vous évite la blessure et ça conserve votre motivation. Enfin, on passe à la dernière partie qui est se challenger. Donc je vous conseille pas de tenter vos reps max toutes les semaines ou tous les blocs. Si vous êtes vraiment impatient, attendez au moins tous les 2 blocs, même si c'est pas le plus efficient. Tous les 3 à 4 blocs, généralement, ça peut être bien parce que ça va vous laisser le temps de construire suffisamment. Mais en tout cas, choisissez bien vos moments, surtout si vous avez des échéances de prévues. En parlant d'échéances, vous allez trouver plein de compétitions et de mock meets. Donc les mock meets, c'est des rassemblements de streetlifters. En France, il va y avoir la Fédération nationale de streetlifting qui est la FNSL qui organise tous les ans les championnats de France, mais aussi des éditions comme les muscle up only, les traction only ou encore les dips only. Vous allez pouvoir retrouver également les premiers pas qui sont faits pour les débutants. À partir du moment où vous avez un muscle up, une traction, un dips et un squat sur lesquels vous pouvez ajouter du poids, vous allez pouvoir y participer même en tant que pur débutant. Après, il va y avoir aussi les espoirs. Les espoirs, ça va être le niveau juste en dessous des France, mais c'est un niveau qui va être de moins en moins accessible et qui va nécessiter beaucoup d'entraînement. Et enfin, vous allez avoir la déclinaison de la fédération nationale en plusieurs régions et en interrégional, notamment avec la plus connue qui est la FNSL Grand Ouest, qui regroupe la Bretagne, le Pays de Loire et la Normandie, et où le niveau sera encore plus accessible, que ce soit pour les éditions 4 mouvements ou pour les only. Et enfin, pour ce qui est des mock meets, il y a plein d'organisateurs indépendants qui en organisent, et là je vous invite simplement à suivre des gens sur les réseaux pour vous tenir informé, et s'il y a une date qui vous branche, n'hésitez pas à vous challenger. Parce qu'il y a quelque chose que je veux débunk aussi, c'est qu'il y a beaucoup de débutants qui vont avoir le niveau de participer à une compète et l'envie de le faire, mais ils vont se brider en disant qu'ils feront pas une top performance. Ça pour moi c'est du bullshit à fond, parce qu'à partir du moment où vous avez l'envie et aussi le niveau pour aller à cette compétition, il faut y aller tout simplement parce que l'expérience vaut le coup d'être vécue, et aussi parce que vous allez prendre en expérience dans votre pratique, en parlant à des gens, en vous conformant aux standards de répétition, en découvrant l'ambiance aussi, et peut-être que si vous attendez le moment où vous êtes sûr de pouvoir taper un podium pour aller à une compète, vous allez vous retrouver à pas faire la performance attendue parce que vous n'étiez pas préparé à tous ces facteurs là. Donc morale de l'histoire, si vous avez le niveau et l'envie, n'hésitez pas à aller en compétition. Mais après, ce que je vous dis, c'est pas une raison à prendre pour faire 5 à 6 compétitions dans l'année, parce que les préparations pour les compétitions
compétition c'est très taxant, que ce soit la perte de poids ou la préparation en elle-même, et que pour le long terme c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Après il y a une toute autre forme de challenge dont on parle très peu, ça va être le bénévolat. Faut savoir que les organisateurs de mock meet et même la FNSL, à niveau régional ou national, ils cherchent fréquemment des bénévoles. Il faut pas forcément de connaissances ou de compétences pour le faire parce que vous pouvez être formé le jour J ou avoir des affectations en fonction de ce que vous avez envie de faire, mais c'est quelque chose qui va vous faire prendre énormément en expérience, d'autant plus si vous avez jamais fait de compétition, parce que vous allez pouvoir discuter et observer, et c'est ce qui vous fera step up. Donc pour faire du bénévolat, n'hésitez pas à contacter directement les organisateurs qui se feront un plaisir de vous répondre. Bon ça y est, on arrive à la fin de la vidéo, je vais boire un coup avant la conclusion parce que j'ai beaucoup parlé. Je vous confirme, je viens de vérifier, ça fait 50 minutes que je parle. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça vaut bien déjà un like, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde dans d'autres vidéos, que je précise ou que j'ai oublié d'aborder et que vous auriez aimé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et comme la vidéo touche à sa fin, je vais vous dire à une prochaine. Merci à vous et ciao!